Bonsoir tout le monde, bienvenue à la Bourse du Travail pour la 4e édition du séminaire Révolution et contre-révolution dans l'institution du travail qui est organisé par Réseau Salariat et son groupe local Grand Paris. Alors le thème de cette année c'est les luttes féministes au travail, comment désandrocentrer et repenser le salariat. C'est un séminaire qui est animé par Maud Simonet, qui est sociologue et chercheuse au CNRS. Et pour la séance de ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Fanny Gallo, qui est historienne et maîtresse de conférences à l'Université Paris-Est-Créteil. Elle est également chercheuse et ses travaux portent sur le travail des femmes et le syndicalisme. Alors juste pour vous présenter rapidement Réseau Salariat, donc on est une association d'éducation populaire et on milite pour le salaire à vie. Donc, le salaire à vie ou salaire à la qualification personnelle, c'est une proposition qui a été développée par le sociologue et économiste Bernard Friot. Et c'est une alternative au capitalisme et qui nous permettrait donc de sortir à la fois de l'écocide et du désastre social actuel. Donc, ce salaire à vie, il repose sur l'idée que chaque citoyenne, chaque citoyen produit de la valeur. Et que donc il a droit à un salaire fondé sur sa qualification personnelle. C'est donc un salaire qui est universel, qui est socialisé et qui est déconnecté de l'emploi. Donc ça change vraiment en profondeur notre conception de la valeur économique et surtout ça permet de libérer le travail. C'est également une proposition qui aboutit à une démocratie réelle dans le champ économique, puisqu'elle repose sur la maîtrise de la production par les travailleuses et les travailleurs, ou comme le dit magnifiquement Frédéric Lordon, c'est faire entrer la production dans son entièreté dans un régime de démocratie intégrale. Donc vous voyez on défend une alternative désirable à Réseau Salariat, désirable et réalisable, puisque notre proposition, qui est une proposition matérialiste, elle part du réel, elle s'appuie sur les conquêtes du mouvement ouvrier, et notamment sur le régime général de sécurité sociale et sur le statut de la fonction publique, ce que Bernard Friot appelle le déjà-là communiste. Et donc il s'agit d'étendre ces conquêtes, ce déjà-là, à d'autres pans de l'économie. Donc voilà pour Réseau Salariat, juste pour vous dire qu'on est pas mal d'adhérentes et d'adhérents ici ce soir, donc n'hésitez pas à venir discuter avec nous à la fin de cette conférence. Alors on est vraiment ravis d'organiser cette année le séminaire autour des enjeux des luttes féministes, parce qu'il y a un vrai continuum entre la proposition de salaire à vie et les enjeux des luttes féministes. Les militantes et les théoriciennes féministes ont beaucoup travaillé sur la division genrée du travail et elles ont montré que les inégalités en matière de travail ne s'arrêtaient pas à l'emploi, mais qu'elles s'immisçaient également au sein du foyer, où le travail domestique et le travail de soins aux autres incombent encore aujourd'hui principalement aux femmes. Donc l'analyse féministe, elle étend vraiment les frontières du travail, au-delà du carcan capitaliste qu'est l'emploi, et elle montre que le travail reproductif, donc qui est voué à renouveler la force de travail, il est central dans l'économie et dans l'ordre social, au même titre que le travail productif. Mais ça ne vous aura pas échappé, il est largement invisibilisé, dévalorisé, déqualifié. Donc le salaire à vie, puisqu'il entend rémunérer toutes les formes de travail, il permet de reconnaître la valeur de ce travail domestique et reproductif. Et si ce contre quoi on se bat, c'est l'exploitation sous toutes ses formes, alors on a besoin d'une solution qui prenne en considération à la fois le travail salarié, mais aussi le travail gratuit. Et c'est ce que fait le salaire à vie. Donc le salaire à vie ouvre vraiment de belles perspectives pour les luttes féministes, mais il n'est pas suffisant pour sortir du patriarcat. Et c'est pourquoi l'analyse et les luttes féministes sont et demeurent essentielles. Et je dirais qu'elles sont d'autant plus essentielles aujourd'hui qu'avec le nouvel élan qu'elles ont connu ces dernières années, elles peuvent vraiment ouvrir de belles perspectives pour redynamiser les luttes sociales. Et donc voilà le bel objet de ce séminaire 2022, les luttes féministes au travail. Et la séance de ce soir s'intitule « Le travail reproductif dans les contestations populaires depuis 1945, une approche féministe ». Et je laisse donc la parole à Fanny Gallo. Bonne soirée.
Bonsoir à toutes et tous. Donc, je suis ravie d'être ici et je vais en fait ce soir vous présenter un travail que je réalise en ce moment, donc avec quand même un bon paquet d'hypothèses et de réflexions et de choses à tester et à discuter. Et donc j'attends aussi justement de vous de toute forme de critique et de retour qui pourrait aussi me permettre d'avancer, puisque donc c'est une nouvelle recherche en fait que je suis en train de réaliser là, et du coup qui place au cœur effectivement des contestations populaires le travail reproductif, pour envisager justement l'implication des femmes dans les luttes donc depuis 1945. Alors pourquoi est-ce que je me suis lancée dans cette recherche? En fait, il y a une conjonction de facteurs, puisque comme vous le savez, on est tous et toutes situés. La première raison, c'est le mouvement des Gilets jaunes, parce que en fait, au moment du mouvement des Gilets jaunes, je me suis retrouvée à être sollicitée sur qu'est-ce qui se passe, les femmes Gilets jaunes se mobilisent, c'est nouveau, ça n'arrive jamais que les femmes se mobilisent, qu'est-ce qui se passe pour que les femmes se mobilisent en fait? Donc ça, en fait, c'est un phénomène que j'avais travaillé antérieurement sur les ouvrières en France depuis 1968, et du coup sur aussi d'ailleurs tout un tas de luttes de femmes. C'est un phénomène qui est ultra classique, c'est quelque chose qui a été théorisé par une collègue qui s'appelle Delphine Audier, qui parle à propos d'autres choses, d'autrices, mais l'idée du déni d'antériorité, c'est-à-dire à chaque nouvelle lutte finalement de femmes, à chaque apparition publique de femmes, en fait, on a complètement oublié les précédentes, donc on pense que c'est totalement nouveau et que c'est un phénomène nouveau et rare, et en même temps, donc c'est à la fois quelque chose qui repose évidemment sur l'assignation à la sphère domestique, sur le fait que c'est pas du tout la place des femmes que d'être dans la lutte, et donc ça c'est permanent dans l'histoire, notamment depuis la fin du XVIIIe siècle, cette idée de déni d'antériorité, de surprise généralisée des syndicalistes, des médias, des gouvernants face à une mobilisation de femmes. Et en même temps, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une situation compliquée, parce que c'est à la fois beaucoup de paternalisme, et ça repose sur cette idée-là, mais c'est aussi une façon de populariser la lutte, c'est ce qu'on a pu constater à plein de moments, c'est-à-dire que là, c'est alors si les femmes s'en mêlent, ça veut dire que c'est vraiment grave, et ça veut dire qu'il se passe vraiment quelque chose de très important dans la société. Donc c'est une façon de populariser en même temps la contestation, donc ça, quand des grèves d'ouvrières, des grèves, toutes sortes d'implications de femmes dans l'histoire, quand les femmes s'en mêlent, il se passe quelque chose de grave. Donc je me suis retrouvée au moment de cette contestation donc des Gilets jaunes à essayer de refaire un peu quand même le petit retour historique, en disant oui, d'accord, mais effectivement c'est vraiment grave, mais c'est quand même pas la première fois, et fondamentalement en fait ce qui se joue là-dedans, ce qui se joue dans cette contestation des femmes Gilets jaunes, c'est ce qui devrait surprendre, c'est pourquoi est-ce qu'on les oublie à chaque fois, les contestations de femmes, donc et ce qui s'explique par l'assignation qui perdure toujours au XXIe siècle, donc à la sphère privée, et en même temps qu'est-ce qui se joue dans cette contestation des femmes Gilets jaunes, c'est comment joindre les deux bouts, et comment joindre les deux bouts, qui est quand même quelque chose d'absolument permanent dans les mobilisations, même par exemple encore une fois depuis le XVIIIe, c'est vous savez, les femmes elles font pas de politique, elles veulent du pain. Et du coup, à un moment, on est sur le faubourg Saint-Antoine, le pain a pris quelques centimes, et bam, c'est l'émeute, c'est totalement irrationnel, totalement hystérique, c'est incontrôlable, et ça c'est pareil, c'est aussi quelque chose qui pèse sur les mobilisations de femmes, c'est-à-dire les femmes ne font pas de politique, elles veulent juste du pain, alors qu'en réalité, bien sûr, là je suis vraiment dans beaucoup d'ironie, je pense que vous aurez saisi, c'est des choses qui sont éminemment politiques, et en définitive, c'est qui s'occupe finalement au foyer de la gestion du ménage, de la gestion des ressources, de la gestion de la comptabilité. De fait, ça reste quand même toujours principalement les femmes, en particulier dans les milieux populaires, et donc du coup, à qui revient le travail de joindre les deux bouts, c'est donc elles, et c'est aussi ça finalement qui avait aussi un peu derrière dans cette contestation des femmes Gilets jaunes. Deuxième élément, évidemment, qui m'a après conduite à faire cette recherche, c'est bien sûr cette nouvelle dynamique féministe mondiale à laquelle on est confronté depuis le milieu des années 2010, on va dire, avec des contestations d'ampleur dans plein de pays, et notamment l'appel à la grève féministe comme stratégie d'action, qui a été reprise en Argentine, qui a été reprise dans l'État espagnol, en Suisse en 2019, et qui, en France, ce sera demain, maintenant, on a un appel à la grève féministe qui est repris
non seulement par les mouvements féministes, mais surtout aussi par les organisations syndicales. C'est la deuxième année consécutive que Solidaire, FSU et la CGT notamment appellent à la grève le 8 mars, c'est-à-dire l'arrêt du travail professionnel et l'arrêt du travail domestique. Donc voilà, confronté donc à cette dynamique-là, qui du coup permet aussi la circulation de textes, la traduction de textes, l'élaboration de textes. Je sais que Maud a parlé, donc j'étais pas là la dernière fois, mais j'ai un peu suivi quand même, de Silvia Federici à la première séance. Je sais pas qui était déjà là, bon bref, mais en tout cas, par exemple, cette nouvelle dynamique féministe mondiale, elle a été aussi alimentée par des traductions ou des rééditions, en fait, même d'ailleurs de textes qui peuvent être anciens, qui se sont trouvés appropriés dans un certain nombre de pays avec cette idée justement de la grève. Et alors, troisième élément, et peut-être non des moindres, la pandémie qu'on vit depuis 2 ans, et voilà, la découverte phénoménale du fait qu'il y a des travaux essentiels qui sont réalisés principalement par des femmes qui sont très largement insuffisamment rémunérées. Donc que ce soit toutes les aides à domicile, toutes les infirmières par exemple, mais bon, pas que, et qui pourtant favorisent la reproduction de la vie et la reproduction de la force de travail et la reproduction de la vie par la même occasion, et qu'il s'agirait peut-être de les rémunérer mieux, donc dans la sphère professionnelle, premier élément. Et deuxième élément, pendant cette première phase de confinement, c'est aussi la prise de conscience, ou en tout cas la publicisation, je crois que c'était ce que tu disais Maud la dernière fois, du fait que peut-être c'était assez nouveau effectivement à ce moment-là, que il y a tout un travail qui a été effectué dans le cadre domestique par les femmes, et que pour la première fois ça a été rendu visible, avec l'idée de voici la facture, voilà ce que j'ai fait depuis 2 mois, comment je me suis occupée des gosses, comment j'ai fait à bouffer, etc., pendant que du coup dans le cadre de familles hétérosexuelles, l'homme a posé peut-être d'autres activités. Donc une forme de visibilisation et en même temps de prise de conscience, ou en tout cas de prise de conscience dans l'espace public peut-être plus importante qu'avant, à la faveur de tout ce que je décrivais juste avant, de ce travail essentiel, ce travail reproductif, et avec l'idée, il s'agissait à ce moment-là, et peut-être certains d'entre vous sont moins naïfs que moi, mais moi je me suis dit que ça pouvait éventuellement changer un peu, d'inverser les priorités et justement de revaloriser l'ensemble de à la fois dans la sphère professionnelle tout un tas de métiers, et aussi d'ailleurs de visibiliser et donc de prendre en considération par exemple tout ce travail domestique effectué dans la famille, et notamment du coup la prise en charge publique qui va complètement à l'encontre de la logique néolibérale, et c'est aussi pour ça que c'est éminemment anticapitaliste en fait cette contestation féministe actuelle, c'est que du coup l'idée de la prise en charge collective par des services publics d'un certain nombre de tâches, en fait c'est ce qui permettrait justement de rendre visible en fait l'existence, le fait même que c'est actuellement prise en charge de manière gratuite au sein du foyer. Alors voilà, ça c'était un peu le contexte général de comment j'en suis arrivée à là où j'en suis arrivée. Et puis alors du coup, j'ai commencé à me poser la question autour de la notion de travail reproductif. Alors là, je vais faire aussi comme de la dernière fois, je vais reprendre un peu les termes de mon titre et d'essayer d'expliquer un peu ce que j'entends par là. Alors l'idée de travail reproductif, en fait, c'est évidemment, ça s'inscrit dans ce que Maud a déjà dit la dernière fois, ce qui a été évoqué aussi tout à l'heure en introduction, l'idée que toutes ces tâches, c'est ce que je disais rapidement, toutes ces tâches qui sont en fait effectuées dans la famille, en fait constituent un travail puisque c'est du temps, constituent un travail puisque ça pourrait être effectué à l'extérieur sur le marché et du coup avoir aussi une valeur, et que c'est donc un travail qui n'est pas reconnu donc par le capitalisme. Et donc ces élaborations-là, elles sont le produit de la contestation féministe, des contestations féministes des années 70 notamment, même si d'ailleurs antérieurement en fait, et dans des courants cathos par exemple, ou même
d'ailleurs un parti communiste. Il était déjà question un peu de l'idée de travail, mais en tout cas pas dans l'acception que celle qu'on a aujourd'hui, qui est une acception finalement, tu le disais tout à l'heure, matérialiste, dénaturalisée, hein, puisqu'il y avait, par exemple dans les années 40, dans les années 50, déjà des réflexions sur cette question de travail domestique, il était question de travail, mais avec l'idée d'une maternité et d'une naturalité finalement de la maternité. Et dans les années 70, la rupture qui est introduite, c'est par rapport à cette idée de dénaturalisation finalement, et du coup de cette réflexion matérialiste autour de ces tâches en fait constituent un travail. Alors il y a plusieurs courants féministes matérialistes qui mettent en avant ces questions-là. Donc il a été question la dernière fois de Christine Delphi, je vais du coup pas y revenir, et il a été aussi question donc par exemple de Silvia Federici ou par exemple de Maria Rosa Della Costa, des courants qui seront appelés par la suite de manière rétroactive le féminisme dit de la reproduction sociale. Donc c'est des courants qui sont inspirés du marxisme, mais par exemple Delphi elle est inspirée du marxisme, elle est matérialiste et elle fait une analogie finalement dans sa manière d'élaborer l'oppression des femmes fondée sur justement ce travail domestique et le patriarcat. Mais elle se détache progressivement du marxisme, alors que les théoriciennes de la reproduction sociale se définissent comme marxistes et je crois que tu l'as dit un peu comme ça la dernière fois, mais voilà, c'est avec et contre Marx, mais dans une vision qui est beaucoup moins en rupture, par exemple, que Delphi, et qui essaye de reprendre un peu toutes ces théorisations élaborées notamment par Marx et surtout peut-être d'ailleurs Engels dans l'origine de la famille, pour justement promouvoir un féminisme marxiste qui du coup réfléchirait justement au rapport entre production et reproduction. Alors par exemple, Maria Rosa Della Costa, en fait, elle met en cause dès 1973 la séparation entre production et reproduction qui est promue traditionnellement par les marxistes pour souligner que la famille est en fait un lieu de production de la marchandise particulière qu'évoque Marx, qui est donc la force de travail. Donc en fait, elle met complètement en cause la dichotomie production-reproduction qui était antérieurement en fait soulignée notamment par Marx et Engels, pour justement essayer de montrer que finalement il y a une marchandise qui est produite dans la famille, c'est la force de travail. Voilà. Alors, même si ces courants, en fait, sont hétérogènes, ce qui est fondamental, c'est qu'ils soulignent tous les deux, et d'ailleurs, même dans les théories de la reproduction sociale, et c'est pareil, il y a plein de courants, enfin, tout ça, c'est très hétérogène, mais en fait, ce qui est fondamental, c'est de souligner la centralité du travail reproductif dans l'organisation sociale, et donc, faire surtout, et ça, c'est vraiment le truc que moi, je vais reprendre, un lien entre ce travail gratuit effectué dans la famille et sa déqualification, qui est fondée sur la naturalisation des compétences, qui est effectuée sur le marché du travail. C'est-à-dire que c'est exactement le même processus. Quand on ne reconnaît pas la qualification d'une infirmière, d'une aide à domicile, d'une aide-soignante, etc., c'est parce qu'on considère, ou même d'ailleurs d'une ouvrière, du fait de sa dextérité naturelle, n'est-ce pas, c'était ce qui était souligné notamment par le CNPF dans les années 70, l'ancêtre du MEDEF, que les femmes étaient adaptées naturellement aux tâches répétitives et simples. Ça, c'est quand on dit ça, en fait, on nie la qualification. Et donc du coup, c'est aussi ce qui permet d'expliquer aussi les inégalités salariales qui continuent de perdurer, puisque si on nie la qualification, on nie le coefficient, et donc on nie aussi le salaire, et le diplôme, etc., etc. Et donc, en fait, c'est le même mouvement. C'est le même mouvement qui s'opère entre justement ce travail gratuit qui est opéré dans la famille et cette déqualification dans le monde du travail, puisque c'est la naturalisation, voilà. Alors, donc du coup, l'idée de travail reproductif, en fait, ça se rapporte à l'ensemble de ces tâches, qu'elles soient rémunérées ou non rémunérées, et ces tâches qui, en fait, permettent la reproduction des personnes et par conséquent de leur force de travail. Donc, le travail reproductif, c'est plus large que le travail domestique, puisque du coup, c'est les tâches rémunérées, non rémunérées, qui permettent donc la reproduction des personnes. Alors, donc, c'est un travail accompli principalement par les femmes, et ça, je pense que vous avez compris. Et bien sûr, ça, c'est informé fondamentalement par la colonisation, la migration aussi,
puisque du coup, aujourd'hui, on se retrouve aussi dans une situation de division internationale du travail, et donc du coup de manière finalement de sous-traiter un certain nombre de travaux domestiques qui sont assumés du coup par d'autres femmes et qui elles-mêmes laissent leurs propres gosses à d'autres endroits, qui se fait dans toute une chaîne, donc il y a tout un lien aussi en relation donc avec cette division internationale du travail qui s'appuie forcément sur l'histoire coloniale, comme on le sait, mais je ne vais pas forcément détailler, mais simplement pour dresser un petit panorama. Alors donc du coup, moi, ce projet de recherche, c'est l'idée de sortir donc d'une définition androcentrique du travail en partant vraiment de cette idée de cette mise en cause de ces frontières-là par les féministes. Donc par exemple, il n'était pas question pour moi de faire une énième recherche sur les luttes des femmes dans le monde professionnel. Parce qu'en définitive, ça ne permet pas finalement d'expliquer ce continuum et ce que peut permettre de saisir finalement la notion de travail reproductif. Et donc, il s'agit donc de prendre les deux éléments et de voir comment ça interagit et du coup, quelles questions ça pose dans les mobilisations et comment finalement ça s'articule. Alors, en 3 axes, en définitive, c'est vraiment sur ça que je vais revenir. Alors ce soir, je vais présenter des focus pour donner quand même un peu plus de concret à certains points. Mais globalement, j'ai 3 axes sur l'ensemble de mon travail. Le premier axe, c'est les mobilisations des femmes en dehors de la sphère professionnelle, donc en tant qu'épouse, en tant que mère. Autrement dit, donc, les mobilisations qui sont éminemment liées au travail domestique. Et en fait, ces mobilisations-là, elles ont finalement assez peu été étudiées, alors qu'elles ont été permanentes depuis 1945. Je vais en donner quelques exemples, c'est-à-dire comment on mobilise les femmes en tant qu'épouses, en tant que mères, pourquoi elles se mobilisent, par exemple, en soutien à leur mari gréviste à plusieurs moments, qu'est-ce qui se joue derrière ça, qu'est-ce que ça pose comme question, etc. Deuxième point, évidemment, la mobilisation en tant que professionnelle qui dénonce donc la déqualification dont elles font l'objet du fait de la naturalisation des compétences. Donc ça, c'est pareil, on le retrouve à chaque période, même si, en fait, évidemment, ça c'est tout l'objet de l'histoire, c'est-à-dire de périodiser, noter des ruptures, voir un peu ce qui se joue en fonction des contextes. Là, on note de 45 à nos jours, vous notez bien que, il y a eu toute la période dite des 30 Glorieuses, même si cette période, cette notion-là, elle est largement remise en cause par l'historiographie, et puis en gros, après, le néolibéralisme et aussi tous ses effets, flexibilité, précarisation, etc., qui du coup ont des effets profonds, y compris sur le travail de tout le monde, mais aussi sur le travail des femmes. Et troisième point, qui est inextricablement lié aux 2 précédents, et du coup c'est pas toujours évident de tout séparer, c'est comment les luttes s'organisent. C'est-à-dire que l'organisation des luttes, alors ce qui s'est appelé à partir des années 90, qui est un sociologue qui s'appelle Xavier Dunoza, a élaboré à partir du mouvement des chômeurs, ce qui s'est appelé la division sexuée du travail militant, mais en fait qui déjà était permanent dans les périodes antérieures, y compris dans les périodes antérieures à 1945, quand on pense par exemple à qui faisait les soupes communistes avant 14 pour que la grève dure pendant 3 mois. Qui faisait les soupes communistes c'était bien sûr les femmes qui accompagnaient les luttes et qui du coup prenaient en charge cette partie-là du travail domestique qui était du coup externalisée de la famille et qui était gérée de façon collective, mais je vais donner d'autres exemples après. Donc l'organisation de la lutte, l'organisation concrète de la lutte, la division sexuelle du travail militant, comment elle peut permettre que la lutte gagne, comment finalement la question du travail reproductif elle est aussi centrale pour qu'une lutte gagne et comment en fait en définitive elle est aussi beaucoup liée à l'implication des femmes, premier élément, et deuxième élément bien sûr le corollaire de ça, c'est aussi du coup l'implication dans les organisations syndicales par exemple, mais pas que, parce que je vais parler aussi d'autres types d'organisations, et comment il y a une disparité d'implication militante qui s'explique là encore par la prise en charge du travail domestique et par la difficulté
qu'ont eu les organisations syndicales dans l'histoire à prendre ça en considération pour ne pas, par exemple, conduire à la triple journée de par exemple, la femme ouvrière qui a son boulot, son travail militant, plus son travail domestique à gérer. Et du coup, comment est-ce qu'on gère ça? Et comment est-ce qu'on fait en sorte que, du coup, des femmes militent dans les structures syndicales? Je crois que c'est encore toujours un petit peu une difficulté. Voilà. Bon, voilà, alors l'enjeu un peu du coup général, c'est donc, je reprends Maria Rosa Dalla Costa qui du coup appelait en 73, donc Maria Rosa Dalla Costa était donc féministe comme je disais et marxiste, et elle appelait à ce que les femmes se mobilisent sur leur propre terrain, là je la cite, soit celui de la maison, du quartier, de la communauté. Si la famille est un centre de production essentiel au capitalisme et à la vie même, il peut aussi être un centre de subversion. Elle insiste donc sur le fait que le soutien des femmes ainsi que l'organisation formelle ou informelle ont toujours été décisifs, ce que je disais, dans les luttes à l'intérieur du cycle de la production directe. Et alors, en fait, ce qu'on constate, notamment à partir de 1945, c'est aussi du coup lié à l'histoire, j'y reviendrai après, c'est que bon, sans répondre finalement à l'appel de Maria Della Costa, qui était d'ailleurs en 1973, donc voilà, mais on avait déjà en fait des mobilisations de femmes centrées sur la famille et qui du coup par le quartier, par les réseaux familiaux qui se créent dans la France de la reconstruction, de l'après-guerre, en fait, constituaient finalement des centres de subversion. On était dans une période, si je brosse à grands traits maintenant, j'y reviendrai après un petit peu, mais dans une période de pénurie, dans une période d'inflation, dans une période où il n'y avait pas de logement. Par exemple, tous les mouvements de squat qu'il y a pu y avoir, notamment à Marseille, des occupations des logements vides, etc., c'était fondamentalement aussi avec des femmes comme personnes centrales finalement de ces contestations. De la même manière, elles créaient des réseaux de partage de machines à laver, parce qu'il n'y avait pas évidemment de machines à laver, il y avait, et du coup d'usage et du coup de discussions collectives à l'intérieur des foyers, dans les quartiers, dans les immeubles, autour de par exemple l'usage de la machine à laver, du prêt de la machine à laver, qui était un élément important. Et donc en tant que dite ménagère, qu'elle travaille finalement hors de la maison ou dans la maison, elle s'organisait de façon plus ou moins collective, en lien avec le travail domestique, même si, et en fait on s'aperçoit que, donc ça c'est en tant que ménagère, quand je parlais des machines à laver, mais même dans des cadres de lutte professionnelle, cette question, elle était toujours plus ou moins présente d'ores et déjà, par exemple au moment des grèves de 53, de l'été 53 de la fonction publique, autour de la question des retraites d'ailleurs. Donc en réalité, c'est finalement, à partir de cette période-là, en tout cas il y a une accélération avec cette période-là, c'est le travail reproductif qui constitue un continuum dans l'ensemble de ces mobilisations. Et c'est pas le travail productif qui se trouve en fait subordonné, secondarisé par rapport au travail reproductif. Et donc voilà, il y a une accélération après 1945 du fait de l'émergence progressive des luttes féministes et écologistes. Alors, elles ne s'appellent pas du tout comme ça à l'époque, mais en fait, on a déjà des éléments qui, du coup, en fait, sous l'influence finalement de ces contestations féministes écologistes qu'on n'appelle pas comme ça, on a finalement les exigences de la reproduction sociale humaine qui contestent finalement toute la légitimité donc de l'accumulation sans limite qui est portée par le capitalisme. Et je donne un exemple, j'ai le temps de donner juste l'exemple. Je donne juste un exemple là-dessus. C'est que donc par exemple, on a émerge dans le courant, alors en fait relativement tôt après-guerre, et puis surtout dans les années 60, portée par la CFDT principalement, l'idée du cadre de vie. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces campagnes autour du cadre de vie qui étaient portées donc par la CFDT, où en fait on a d'ores et déjà des enjeux écologistes
qui se mêlent finalement avec des enjeux féministes, même si donc voilà, les mots n'apparaissent pas. Et là, je vais vous citer juste, et je m'arrête, donc Jeannette Lahotte, qui va devenir ensuite secrétaire générale de la CFDT, qui s'occupera justement des questions féministes, enfin femmes, à la CFDT. Donc elle écrit là dans les années 60, « Nous sommes entrés dans un monde qui s'urbanisera de plus en plus. La cité, la ville, ce n'est pas seulement le lieu d'habitation, ce n'est pas non plus un périmètre géographique, c'est le lieu privilégié où les hommes, les femmes vivent en communauté. Car vivre, c'est à la fois habiter, travailler, se cultiver, se reposer. Du cadre de vie que représente le logement, l'organisation du quartier, l'aménagement de la ville, dépend un mieux-être. Mais au-delà de la satisfaction de vivre dans un cadre agréable, de la structure et de l'organisation de ce cadre, dépend l'épanouissement des personnes. Les structures urbaines mises en place tout au long des années passées sont forcément figées, alors que les structures sociales se transforment. La famille n'est plus la même que dans le passé, elle se limite à 2 générations. Les enfants ont vu se prolonger la durée de la scolarité, l'espérance de vie des personnes n'est plus la même aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Les filles accèdent à l'instruction, d'où un comportement différent devant la vie. Et donc, en fait, dans cette prise en compte du cadre de vie qui sort... Donc bref, il y a l'idée pour la CFDT à ce moment-là de sortir de l'entreprise et de justement prendre en considération ces transformations de la ville, et du coup l'ensemble des éléments. C'est-à-dire par exemple une des questions qui mettent en avant, c'est voilà, à quoi bon aussi lutter pour la réduction du temps de travail si on se tape 1h30 de transport aller, 1h30 de transport retour. Donc en fait il y a tous ces éléments-là qui sont à prendre en considération. Et pour le coup, au même moment, la CGT sort pas vraiment du cadre de l'entreprise. La CGT met en avant, au moment où la CFDT fait émerger l'idée du cadre de vie, la CGT fait émerger l'idée du temps de vivre. Alors, en fait, c'est assez intéressant parce que c'est quand même l'idée de reconquête sur le temps de travail et d'obtention d'un certain nombre de droits autour de la maternité, par exemple. Il y a énormément, tout un tas de campagnes dans les années 60, là on est vraiment dans les années 60 qui sont menées par la CGT là-dessus, mais il n'y a pas en fait cette réflexion qui est de sortir de l'entreprise. Il y a quand même cette idée de rester dans l'entreprise et de situer finalement l'ensemble de ces combats-là toujours sur le terrain de l'entreprise. Et donc voilà, c'est 2 acceptions différentes au même moment qui sont centrées en fait sur la question de la place des femmes et en définitive sur la question du travail reproductif, parce que c'est ça qu'il y a derrière sur les acquis, notamment autour de maternité, crèche, réduction du temps de travail, réduction du temps de travail pour les femmes enceintes, congé enfants malades, etc., etc., etc. Voilà. Alors, le dernier élément de l'introduction, c'était simplement pour dire sur féministe. Donc, en réalité, moi, les personnes sur lesquelles je travaille, la plupart des actrices ne se disent pas féministes. Jusque dans la période récente où c'est peut-être un peu moins le cas, quoique par exemple sur donc les gilets jaunes, il y avait quand même un bon paquet de femmes gilets jaunes qui se disaient pas féministes et qui d'ailleurs ont récusé l'appellation. Mais en fait, la plupart des femmes qui se mobilisent dans la période ne se disent pas féministes. Alors c'est lié à l'histoire du mouvement ouvrier, à l'idée que le féminisme divise la classe ouvrière, etc., etc. Mais pour autant, en fait, si on va derrière ça, on peut se poser la question de qu'est-ce qui se joue en pratique au quotidien dans ces collectifs qui se mettent en place, à la fois, donc là si on prend en fonction des périodes c'est pas pareil évidemment, mais entre 45 et 67, là je vais faire quelques focus. On a des collectifs par exemple catholiques, dans l'action catholique spécialisée, qui sont des collectifs de masse où beaucoup de jeunes filles sont socialisées en non-mixité à un certain nombre de questions, mais qui, voilà, pour autant, ne se disent pas féministes. Et pareil, bien sûr, dans les rangs communistes, qui sont vraiment les 2 grosses organisations, pas 2 grosses organisations, mais les 2 gros champs qui organisent finalement les classes populaires après 45. Donc voilà, après, il s'agit aussi justement, ce que moi je vais essayer de faire, c'est aussi d'historiciser ça, c'est-à-dire de voir un peu comment ça se rejoue en fonction des périodes, comment ça se repense en fonction des contextes, puisque dans les années 80, les années 90 et les 2000, évidemment, c'est pas exactement pareil que après 45.
Alors là, du coup, je me suis dit que pour présenter un peu le corps de ce que je faisais, je vais faire des focus sur des questions en fait, qui m'ont intéressée et qui montrent bien à quel point cette jonction elle est importante et comment est-ce que justement l'idée de travail reproductif peut permettre de constituer un continuum justement dans l'analyse et justement comment aussi d'ailleurs finalement le travail productif il est en réalité subordonné là-dedans. Alors le premier focus que je voulais faire c'est sur donc la JACEF. Donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la JACEF, mais donc c'est pareil, donc je parlais tout à l'heure de l'action catholique spécialisée, donc la JACEF c'est la jeunesse agricole catholique féminine. L'action catholique spécialisée, donc ça s'est constitué dans l'entre-deux-guerres, donc il y a toutes sortes d'organisations, il y a vous connaissez peut-être la JOC ou la JOCEF, donc jeunesse ouvrière catholique féminine, ou pas féminine, JACEF donc agricole, GEC étudiant, et ensuite après on a la CO etc. pour les adultes, et puis puis d'autres organisations, toute une nébuleuse d'organisations, mais globalement il y avait l'idée de reconquête des classes populaires par la chrétienté, et donc du coup d'essayer de structurer les classes populaires autour de ces organisations. Et alors, donc la JACEF, ce qui est très intéressant, c'est que donc dans la période 45-67, c'est une organisation de masse. Donc la JACEF, pour vous donner un peu une idée, il y a un rassemblement organisé en 1950 au Parc des Princes, il y a 75 000 jeunes au Parc des Princes en 1950, organisés par la JACEF. Donc les deux, pour le coup. Donc on est évidemment dans une période, quand même, je donne quelques éléments, sur cette période d'après-guerre de reconstruction, on a une conception naturalisante qui domine, même si la dénaturalisation commence à faire un peu son chemin, avec notamment la publication du Deuxième Sexe, qui fait que il y a quand même des questions qui se posent. Il y a tout un débat sur lequel j'avais pas vraiment prévu de revenir aujourd'hui, mais je me dis que ça pourrait vraiment vous intéresser, sur la question de la position à adopter par rapport à l'allocation de salaire unique, qui a été mise en place. D'abord, c'était l'allocation pour la mère au foyer en 1939, puis en 1941, donc Vichy, qui met en place l'allocation de salaire unique, c'est-à-dire en gros une allocation pour les familles dans lesquelles il y a un seul salaire, c'est ça. Et en fait, on assiste à une dégradation constante de cette allocation de salaire unique dans cette période d'après-guerre, et on a globalement la position chrétienne qui est de défendre coûte que coûte cette allocation de salaire unique, et la position communiste qui est de lui préférer des allocations familiales qui seraient versées à toutes les mères, y compris les travailleuses en fait. C'est ça en fait la discussion qui s'opère dans toute cette période. Et donc il y a des textes de débat, y compris en interne de la CFDT, sur quelle position adopter, le libre choix de la femme, de comment est-ce qu'on ne favorise pas une position sur une autre, etc. Donc avant même que la CFDT existe, quand c'était encore la CFDT. Donc on est à peu près dans ce contexte-là, et donc il y a la JACEF qui, au sortir donc de 45, la JACEF connaît un regain très fort, mais de manière générale toute l'action catholique spécialisée en fait, pas seulement la JAC et la JACEF, mais particulièrement cette organisation-là, ces organisations agricoles en fait. On est dans un contexte donc de développement, d'accentuation de l'exode rural, et en même temps de modernisation du pays, de modernisation agricole qui devient essentielle, et qui est mise en avant aussi par les gouvernements, l'idée de la modernisation, de sortir par exemple des petites exploitations pour justement arriver à des grandes exploitations telles qu'on les connaît aujourd'hui. Et alors par exemple, donc en 1947 sort une brochure, donc quand même j'ai oublié d'expliquer ce qui est fondamental dans cette action catholique spécialisée, c'est la méthode d'enquête, c'est le voir, juger, agir. Donc c'est l'enquête, c'est voir qu'est-ce qui se passe autour de moi, qu'est-ce qui se passe, comment je me positionne par rapport à ce qui se passe, comment je juge ce qui se passe, ce que j'en pense, et ensuite comment j'agis pour transformer ce qui se passe. Donc en fait, toutes les productions de la JACEF, mais aussi de la JOC, je ne vais pas le dire à chaque fois, là je vais me focaliser vraiment sur la JACEF, mais toutes ces productions sont organisées autour du voir, juger, agir.
Et donc il y a par exemple donc la brochure de 47 qui s'intitule Le rôle de la femme dans la vie rurale, qui est orientée autour du voir, juger, agir, qui propose une méthode aux lectrices, qui écrit: il est urgent d'aborder le rôle de la femme à la campagne. C'est un des problèmes les plus importants parmi notre milieu rural. Il ne s'agit pas seulement d'une mentalité à changer. Ce problème est dépendant du problème agricole dans son ensemble. Chez nous, vie professionnelle et vie familiale sont trop liées pour que l'une ne pâtisse pas de la situation misérable de l'autre. Pas d'équipement ménager, pas d'installation de la maison sans une stabilité et une prospérité agricole, sans une revalorisation des produits de la terre, pas de libération de la femme, sans une solution d'ensemble au problème de la main-d'œuvre. En revanche, un progrès agricole serait vain, qui n'aboutirait pas à une vie humaine plus largement comprise, comportant un minimum de loisirs et de confort, avec possibilité pour la femme de se consacrer à des tâches conformes à sa nature. Donc en fait, ça dit bien ce que j'essayais d'expliquer, c'est-à-dire il y a une ambition de libération et d'épanouissement, avec aussi tout un travail autour des loisirs, tout un travail autour du temps, justement, d'avoir du temps de vivre, etc., autour de l'idée de nature, et surtout, inextricablement lié, on a la maison, la production du mari, on va dire, et en même temps aussi, et je vais y revenir, la production la production agricole, globalement, de la femme à l'extérieur de la maison. Donc on a l'électroménager, la modernisation du foyer, la modernisation des installations de l'exploitation, quoi. Et puis, en même temps, la revalorisation de certaines tâches qui, à ce moment-là, sont totalement dévalorisées professionnellement et qui ne passent pas sur le marché. Donc, on a un continuum très clair entre travail domestique et professionnel qui s'opère, avec, du coup, évidemment, l'objectif de la reproduction de la part de travail, de la reproduction de la vie et aussi d'un bien-être, parce que quand même, une période où, bon, voilà, il n'y a pas de toilette, faut se remettre aussi un petit peu dans le contexte, voilà, il n'y a pas forcément d'eau potable, etc., etc., etc. Et voilà, alors, et du coup, dans cette brochure, en fait, la JACEF insiste sur le fait que la femme doit collaborer à la direction de l'exploitation par la tenue intelligente des comptes de la ferme, par le développement des petits élevages ou cultures qui ne l'éloigneraient pas trop de sa maison, son premier domaine. Cependant, les activités féminines, que sont le jardin, la laiterie, l'étable, les petits élevages et les fruits, doivent encore être développées pour être suffisamment rentables. Mais, et là je cite, ce sera long car en France, à part des exceptions, on n'a jamais estimé ces cultures ou ces élevages comme pouvant être d'un véritable rapport. La JACEF donc promeut le développement et la marchandisation du produit de ces activités, donc par exemple les œufs, tout ça, qui restent encore à ce stade produites et consommées dans la sphère domestique. On est à la fin des années 40. Et dans le même temps, il faut s'installer, s'équiper. C'est le plus urgent, s'équiper dans la maison en utilisant le plus possible toutes les facilités modernes, s'équiper dans les dépendances, laiterie, clapier, poulailler. Ces dispositions impliquent un enseignement ménager agricole spécifique pour les jeunes filles qui, seul est à même de leur permettre d'apprendre à rationaliser donc, le travail selon une expression peu employée chez nous, là c'est ce que dit la JACEF, je la cite toujours, c'est apprendre à organiser son temps. Et donc, en définitive, la JACEF ambitionne de faire de la jeune rurale l'éducatrice de tout le monde rural, ouverte aux nécessités de l'agriculture moderne, rayonnant dans le village du fait de son implication conjointe dans l'éducation des enfants et l'entraide, tandis que donc, la JAC, donc les garçons, travaille elle aussi à redonner à nos frères paysans le sens d'une vie familiale où la femme soit à sa place, estimée et respectée. Et donc, on a concrètement, par l'intermédiaire du voir, juger, agir, des développements concrets, notamment sur la question de l'usage de l'argent, puisque donc c'est elle qui va être amenée à gérer l'argent, la comptabilité de l'exploitation. On lui explique que, contrairement à ce qu'elle croit, il ne faut pas qu'elle garde l'argent, il faut qu'elle investisse dans l'électroménager, qu'elle investisse aussi dans l'exploitation. Et que ça fait partie, en fait, finalement, de modernisation, émancipation dans le même temps, sachant que la modernisation promue par la JAC, c'est pas la modernisation qui finalement va advenir, c'est la modernisation à petite échelle en définitive, disons un confort de vie, de manière à l'enjeu fondamental, c'est de ne pas dépeupler les campagnes. En fait, c'est un peu ça l'idée. Fondamentalement, c'est de ne pas dépeupler les campagnes. Et donc, du coup, il y a des consignes qui sont données sur, par exemple, l'investissement, qu'est-ce qu'on doit faire de l'investissement, qu'est-ce qu'on doit faire de l'argent, comment est-ce qu'on apprend à gérer tout ça. Et l'autre élément qui est très, très, très intéressant, c'est qu'il y a aussi des explications dans ces brochures sur comment est-ce qu'on doit gérer
le travail, ce qu'on appelle aujourd'hui maintenant donc, le travail émotionnel, qui est une dimension absolument essentielle aussi du travail domestique, où là on explique en fait aux jeunes de la JAC ce qu'elles doivent faire vis-à-vis de leurs parents, vis-à-vis de leurs frères et sœurs, vis-à-vis du village, vis-à-vis de tout le monde. Donc par exemple, ne pas oublier d'envoyer des faire-part, être de bonne humeur, faire un effort pour ceci, faire un effort pour cela, mais on a tout déplié. On a une liste de 150 petites consignes qui sont données, justement, qui sont finalement du travail émotionnel. Et donc, on voit bien que c'est un travail, puisqu'on explique vraiment bien qu'il faut apprendre à faire tout ça, finalement, pour justement tendre vers cette émancipation aussi, puisque c'est quand même un mouvement de contestation et de contestation populaire. Alors, ce qui est important sur la JAC, donc après, je vais filer tout ça dans mon travail, parce qu'en fait, ce qui est très important, c'est que ça forme des générations de militantes syndicalistes. Et par exemple, ça a aussi des effets sur tous les mouvements paysans de 68. Et par exemple, ça a des effets sur la guerre du lait en 72, où il y a eu une contestation paysanne très importante du fait de la baisse des prix du lait, où en fait c'est la première grande apparition des dites agricultrices dans les contestations agricoles, quoi. Et en fait, et l'autre truc qui est très important, c'est que dès les années 50, on a des structures syndicales agricoles où on impose un quota de participation féminine, ce qui n'est pas du tout le cas dans les années 50 de toutes les autres organisations syndicales qu'on connaît. C'est la seule, à ma connaissance, le CNJA, qui impose un quota de participation féminine à sa direction. Et en fait, c'est toute une génération de militantes qui ont été formées par la JACF. Alors, c'est très normatif, évidemment, on peut se dire, c'est vrai que quand on lit tout ce qu'il faut faire, on étouffe un peu, mais en réalité, ce que ça produit comme effet, concrètement, c'est que c'est des dimanches consacrés à des réunions, voire juger, agir, partage de l'intime, discussion collective entre femmes, en fait, entre jeunes femmes qui, du coup, prennent la parole en public, apprennent à se positionner, apprennent à agir aussi, à avoir une activité vers l'extérieur, etc. Et donc une sortie finalement aussi du foyer. Donc voilà, ça c'est un premier focus que je trouvais vraiment intéressant pour rendre vraiment bien compte de cette articulation. Il faut que je conclue bientôt en fait, c'est ça, non? Non, pas du tout. Parce que là, du coup, j'avais prévu plusieurs... non, mais on a commencé à 15-20, donc t'as encore du temps. Alors, le deuxième point, en fait, sur lequel je reviens pas mal, c'est l'idée de ce que j'évoquais tout à l'heure quand je parlais du soutien aux maris grévistes, qui est quand même toujours un peu une question qui a pas forcément été beaucoup étudiée. Il y a une historienne qui s'appelle Dominique Loiseau qui est un peu revenue sur la Loire-Atlantique. Je ne sais pas si vous connaissez ses recherches, mais donc ça, là, je vais passer à un autre courant qui est plutôt le courant communiste, qui est notamment promu par l'Union des femmes françaises, donc qui est une structure reliée au Parti communiste qui est créée en 1944, mais qui est quand même, qui est relativement autonome. Disons que ça dépend des périodes, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est l'idée: ne soyez pas le bras qui retient, mais le bras qui soutient. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on sait de l'histoire des grèves et des luttes, c'est qu'on a souvent des patrons qui vont écrire aux familles c'était valable déjà au 19e siècle, pour faire rentrer leurs hommes dans la tôle, on va dire. En gros, là, il y a cette idée d'aller à l'encontre de ce discours et justement de participer à la contestation du mari, avec l'idée que justement c'est lui qui amène le salaire et donc du coup finalement ça concerne tout autant ces femmes ménagères au foyer que le mari, toute cette lutte et cette mobilisation, cette grève qu'il a entreprise. Alors les exemples sont très 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 nombreux, mais simplement je voulais revenir sur peut-être un exemple et aussi des modalités d'action qu'on a un peu oubliées. Donc notamment, ça a été beaucoup utilisé au moment des grèves de mineurs, donc en 48, en 63, ce sont des grands moments de grève de mineurs, et où on a du coup une implication des épouses qui est très importante finalement pour la victoire, tout simplement. Donc nous, auprès des maris mineurs, et ça c'est peut-être le plus évident, et puis aussi au-delà.
Et il y a quelque chose qu'on a vraiment oublié et que je trouve vraiment intéressant et qui existe finalement depuis même avant 14, c'est l'exode des enfants. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette idée d'exode des enfants. C'est que en fait, pendant une grève, il y a les soupes communistes gérées, ça j'en ai déjà parlé un peu, mais il faut nourrir les bouches de la famille en fait, hein, et on n'a pas forcément les moyens de nourrir les bouches de la famille, et puis en plus il faut s'en occuper, alors même qu'on est tous en train de lutter, donc hommes et femmes, hein, en soutien justement à cette idée de revenu familial, hein, qui est apportée du coup par les hommes. Et en fait, donc les organisations du mouvement ouvrier avant 14 organisent déjà, notamment les grèves de 1905, 1908 et tout ça, à Fougères, à Mazamet, enfin l'exode des enfants, c'est-à-dire appel à la solidarité alentour pour que les enfants soient accueillis dans des familles de militants un peu plus loin, ce qui fait des bouches de moins à nourrir pendant la grève. Et pendant 15 jours par exemple. Et en fait ça se reproduit encore un peu après 45. Finalement, pas tant, hein, parce que à ma connaissance pour le moment de ce que j'ai retrouvé, mais si vous avez d'autres idées, je suis preneuse, c'est surtout fait pour les mineurs en 48 et en 63, où en fait donc c'est organisé donc une solidarité grande régionale, on va dire, où du coup on a des enfants de mineurs qui sont accueillis dans des familles. Et donc par exemple, voilà, moi j'ai lu le témoignage de quelqu'un qui racontait que alors donc par exemple, voilà, l'Union locale CGT du Havre propose l'accueil des enfants de mineurs le temps du conflit au sein de familles havraises, après que le gouvernement ait décidé de supprimer les prestations familiales aux grévistes. 110 enfants originaires de Douai sont ainsi accueillis en octobre par des familles havraises solidaires du mouvement des mineurs. En 1963, 23 000 enfants de grévistes sont accueillis par des familles ou des colonies de vacances au moment des vacances du printemps entre le 1er et le 16 avril. Et donc par exemple, pour la petite histoire, je connais quelqu'un en Normandie qui a été dans une famille où on a accueilli donc Victor, et il se souvient donc de Victor qui avait 8 ans et qui est arrivé dans sa famille. L'accueil de Victor dans une toute petite maison s'est fait naturellement, le lit était partagé le samedi soir, c'était la douche dans un grand bas au milieu de la cuisine pour bénéficier de l'eau chauffée de la gazinière. Notre mère, avec peu de moyens, dépensait beaucoup d'argent pour confectionner les repas, laver le linge à la main, veiller aux fratries ou se retrouver dans la rue pour jouer. L'échange et la mutualisation de ce quartier ouvrier fonctionnaient à plein. Donc là, on a en fait un travail de soutien reproductif, domestique en l'occurrence, réalisé du coup par des femmes qui ne sont pas les épouses des mineurs, mais qui sont les épouses des militants CGT qui se situent peut-être à, en l'occurrence, au moins 150 bornes du lieu de la grève. Voilà, alors bien sûr en fait là cette implication des femmes, elle est quand même aussi ce soutien des femmes aux maris grévistes, elle est quand même saluée et vraiment comment dire, non seulement portée par l'Union des femmes françaises, mais aussi portée et défendue par exemple la CGT, qui met en avant cette implication qui est absolument essentielle à la victoire, et en fait elle se rejoue à toutes les périodes. Elle se rejoue dans les années 70 où il y a une contestation par exemple à Nantes de femmes qui vont aussi accompagner une lutte, et d'ailleurs on va les accuser d'avoir séquestré le patron, enfin bon voilà, il y a toute une histoire autour de ça, et ça se rejoue après dans les années 80, ça se rejoue dans les années 90, ça se rejoue finalement à chaque fois où on a des collectifs de femmes de grévistes qui se structurent. Alors elles ne sont pas forcément toujours au foyer, quelquefois elles ont aussi un travail professionnel. Et alors du coup, ce qui est intéressant, et je vais enchaîner du coup là-dessus, c'est que, enchaîner avec cette idée-là, c'est que en même temps, à certains endroits, cette organisation en soutien aux hommes grévistes, elle pose une autre question, qui est l'organisation justement de ces travailleuses au foyer en tant que syndicalistes, mais en tant que telles. Et ça se pose en France, dans les années 70 à plusieurs reprises. Donc par exemple, il y a un historien qui s'appelle Vincent Porel qui a travaillé sur le cas de Brest. Et en fait, moi, j'ai récupéré tout un dossier
de femmes de grévistes de l'Alstom, hein, qui est donc une boîte à Belfort, en fait, qui on est en 79, et donc il y a une grève très importante au moment du centenaire d'Alstom, où en fait Alstom offre des conneries aux salariés qui sont super énervés et qui du coup engagent une lutte très importante de plusieurs mois. Et dans le cadre de cette lutte, donc, les femmes s'organisent en tant que femmes de grévistes, et après ça, demandent à la CFDT de pouvoir être organisées en tant que travailleuses au foyer. En fait, elles revendiquent en fait leur appartenance donc au syndicat, mais en tant que telle, pas en tant que femme en tant que travailleuse au foyer. Alors, je vais vous lire des extraits des échanges. Donc, elles écrivent un courrier donc, au secteur action revendicative de la CFDT. Elles demandent comment les femmes non salariées au foyer peuvent-elles prendre leur place dans la CFDT, considérant entre autres qu'elles participent déjà aux actions menées par la CFDT, qu'on subit dans la vie de tous les jours les injustices du monde ouvrier, que la femme au foyer n'a pas uniquement à se soucier des problèmes de la famille, elle existe en tant que personne, que le fait que les femmes au foyer soient organisées, cela entraîne une certaine trouille de la part des patrons, et que si on garde les enfants des autres, on est salarié, donc dans l'organisation, si on se syndique, si on garde ses enfants, si on garde ses propres enfants, on est non salarié, donc non syndiqué. Cependant, donc après 6 mois de négociations et d'échanges de courriers avec la CFDT, donc la CFDT refuse, avec entre autres l'argument suivant: il n'est pas possible d'assimiler les femmes au foyer, aux travailleurs et aux travailleuses salariées, car elles n'ont pas d'activité professionnelle. Le syndicat est l'organisation collective de ceux et celles qui subissent l'exploitation capitaliste dans l'entreprise, même si les prestations familiales sont considérées comme la rémunération d'un travail social. Cela ne crée pas pour autant une situation de travailleuse salariée. Bon, voilà. Mais en tout cas, ça... il y a plein d'éléments aussi qui sont posés, notamment autour de la question de la retraite, etc. Donc c'est assez intéressant. Mais c'est vraiment le processus de lutte, dans un premier temps, en soutien du coup aux maris grévistes, avec l'idée de revenu familial, qui du coup les conduit à vouloir s'organiser en tant que telles. Non, bon, alors après, évidemment, du coup, ce que j'aborde aussi pas mal, mais je vais peut-être pas détailler parce que c'est sans doute plus connu, c'est évidemment tous les enjeux autour de la reconnaissance de la qualification dans le monde du travail. Donc ça, c'est des questions qui sont vraiment permanentes, mais qui se jouent d'ailleurs pas forcément toujours de la même manière, et du coup qui sont plus ou moins prises en charge par les organisations syndicales, ce qui révèle aussi d'après des structures d'organisation différentes. Je donne juste un exemple, c'est la question des infirmières, où on a par exemple dans les années 70 une mobilisation qui est très intéressante entre 74 et 76 des élèves infirmières en fait, qui demandent en fait une rémunération tous les mois pendant les 28 mois d'études et une rémunération des stages à temps plein. Elle dénonce le fait que pour être une bonne élève, il faut avoir la vocation, et avoir la vocation à l'hôpital, c'est accepter de faire le travail d'une aide-soignante ou d'une infirmière sans rémunération, se soumettre à la hiérarchie et principalement à la surveillante qui met des notes de stage, accepter de faire des heures supplémentaires sans récupération ni rémunération, accepter sans avoir de diplôme de se faire renvoyer pour faute professionnelle, parce qu'elles peuvent quand même se faire renvoyer alors qu'elles sont encore en études. Donc cette lutte des élèves infirmières, en fait, pendant 2 ans, elle est importante, et on a ensuite, après, dans les années 80, toute la mobilisation de la coordination, donc, qui a donné lieu après à la coordination des infirmières, donc qui a été travaillée entre autres par Daniel Kergoat et ses collègues. Et ce qui est très intéressant sur cette mobilisation-là, c'est qu'en fait, ça répond, le fait de se structurer en coordination, de s'auto-organiser dans les hôpitaux directement avec des représentants et des représentantes, etc., qui n'excluent pas les organisations syndicales, mais dans lesquelles il y a des organisations syndicales, mais c'est pas les organisations syndicales qui sont en fait les porte-paroles de cette lutte. C'est en fait lié au fait que finalement les organisations syndicales n'ont pas pris la mesure de la déqualification et des enjeux qui sont liés à la déqualification. Et voilà, le slogan de cette lutte des infirmières des années de 88-89, c'est ni bonne, ni nonne, ni conne, ce qui rend bien compte de ce problème de la déqualification qui est très puissant et qui a finalement pas donné lieu à une réflexion suffisante qui nécessite aussi de repenser finalement la structuration syndicale, notamment des infirmières, et c'est pour ça qu'elles se structurent autrement
aussi en coordination pour exister en tant que tel et pouvoir faire valoir cette question de manière plus centrale. Et alors bon, l'autre point, et je terminerai là-dessus, je pense que j'ai déjà vraiment beaucoup parlé, c'est évidemment la question des mobilisations écologistes que j'ai pas du tout évoquée. J'ai parlé du cadre de vie quand je parlais tout à l'heure de la CFDT dans les années 60, mais évidemment tout ça après ça donne lieu à des mobilisations écologistes dans les années 70 et puis après dans lesquelles en fait on ne le sait pas toujours, on ne le dit pas toujours, ou bien on les a encore invisibilisées ou on les a oubliées. Et ben du coup les femmes ont été absolument centrales et ça c'est aussi en discutant avec des militantes qu'on s'en aperçoit qu'on le lit pas en fait, c'est pas forcément écrit. Donc je vous donne par exemple un exemple qui est la mobilisation des Boues Rouges en Corse en 1972 qui joue. Donc il y a eu le film là, vous savez, je sais pas si vous avez vu le film Rouge qui est sorti il y a 2 ans. C'est la même idée sauf que c'est à Marseille, mais bon voilà, en l'occurrence c'était en Corse. Là en 72 il y a en fait une boîte italienne qui rejette des déchets et qui arrive sur la côte corse. Et en fait cette mobilisation donc des Boues Rouges, elle joue après un rôle aussi fondamental dans le développement finalement de la lutte autonomiste corse. Enfin c'est des contestations, c'est juste avant finalement toute la structuration de la lutte autonomiste. Et en fait c'est d'abord des femmes qui sont centrales dans ce comité dans ces comités de lutte des Boues Rouges. Et donc par exemple donc ça moi j'ai retrouvé ça, je suis obligée d'aller voir des archives INA en fait audiovisuelles parce que j'ai lu des choses mais il est jamais question de ça dans les écrits. Mais par contre quand on regarde les archives audiovisuelles, on voit qui est là et on voit qui dit quoi. Et là on s'aperçoit que donc il y a une mère de famille nombreuse qui considère que c'est une question de survie à l'occasion donc d'une des réunions du comité de défense anti-Boues Rouges qui se met en place en 72 en Corse. Et puis après il y a évidemment toutes les luttes antinucléaires et je terminerai peut-être sur cet exemple de Plogoff, mais peut-être vous en avez entendu parler, où en fait dans la lutte contre l'installation de la centrale nucléaire à Plogoff, les femmes ont joué donc un rôle central. Alors pour le coup il y a un livre qui rend compte des témoignages de femmes de Plogoff et qui explique très bien leur implication au quotidien. Alors il y avait une enquête publique qui était mise en place à ce moment-là et du coup il y avait des gardes mobiles qui protégeaient l'enquête et en fait elles ont littéralement harcelé pendant plusieurs mois les gardes mobiles. Mais du coup voilà, avec cette idée d'ailleurs c'est très intéressant parce qu'avec aussi beaucoup de réflexion sur la question, sur l'articulation entre justement sur cette idée de justement travail reproductif. Alors attendez, je voulais vous lire une citation. Alors, pour la plupart, donc, elles sont femmes au foyer, femmes de marins. C'était notre devoir d'y aller, rester là toujours pour montrer qu'on est là, apporter le tricot, parfois discuter. Ça allait bon train, les commentaires. Les hommes n'auraient pas eu la patience de rester comme ça en face des mobiles. Donc, elles organisent toutes sortes de trucs, des pièges, etc. C'est très drôle à lire aussi. Donc elles s'organisent pour être disponibles, mobilisant leur famille pour garder leurs enfants, réalisant le minimum en termes de travail domestique. Et elles reviennent aussi également sur leur rôle au quotidien. Quand je vais dans un bureau et qu'on me dit madame sans profession, je dis ah non, je n'admets pas ça, je ne peux pas vous dire combien de professions j'ai, mettez femme au foyer, mais j'ai beaucoup de professions, ce n'est pas possible, on en a 36, il faut tout faire, le jardin, le lavage, le repassage, la couture, le tricot, la peinture parfois et surtout s'occuper des papiers. Les femmes ici ont appris à se débrouiller, elles ont toutes des responsabilités, c'est la femme qui dit ce qu'il y a à faire, fait ceci, fait cela. Ici une femme n'attend pas que son mari lui donne tant par mois. Nous, ça nous dépasserait à Plogoff. Ici, il n'y a personne qui voudrait faire partie du mouvement de libération de la femme. La lutte des femmes de Plogoff est donc pareil que sur les Boues Rouges, et donc alimentée et aussi alimente le mouvement autonomiste qui se redéploie alors. Et donc voilà, et puis ça fonde aussi, ça participe aussi de la fabrication de ce mythe du matriarcat breton. Vous avez peut-être, bon bref, en tout cas voilà. Sur l'idée que les marins sont en mer et que du coup qui décident, bon. Et donc voilà, donc j'ai essayé en fait je savais pas trop comment présenter, c'est vraiment la première fois que je présente, alors j'espère que c'est pas trop foutraque, c'était pas évident parce que je suis en plein dedans et du coup j'ai essayé de sortir des trucs mais un peu vivants quand même.
Et du coup d'articuler, voilà, l'idée c'est d'articuler les mouvements sociaux, évidemment les enjeux syndicaux de manière générale et en même temps les périodes historiques et les questions qui se posent et qui sont propres donc à chacune de ces périodes. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Peut-être après, je vais répondre à des questions si... Merci beaucoup, Flavie. Il nous reste un petit peu de temps pour lancer la discussion. Donc, Bon, alors moi j'ai une petite question. Juste sur ce dernier point sur lequel tu avais dit à la fin, sur la question de l'appropriation, du lien entre lutte des femmes et lutte écolo, est-ce que tu retrouves déjà dès le début ce discours qui émerge maintenant de façon très forte sur la femme, la terre, tu vois, ces discours que tu as aussi beaucoup autour des populations autochtones, la mère féconde, la terre, etc. Ou est-ce que c'est un discours qui apparaît beaucoup plus tard, tu vois? Ça apparaît un peu en fait dans la lutte de Plogoff par exemple, mais pas de cette manière-là en fait. Pas l'idée de la terre, pas d'idée d'essentialiser de la terre, on va dire, ce que tu décris comme on peut le connaître aujourd'hui. Mais il y a quand même cette idée c'est plutôt l'idée autour de la notion de cadre de vie, quoi, de qui est responsable finalement du cadre de vie en général. Donc ça apparaît un peu comme ça, mais pas naturalisé comme ça. À ma connaissance, hein. Après encore une fois je suis dedans, donc faut que... Moi je veux bien. Sur l'exemple de 79, là, des femmes qui revendiquent leur place dans le syndicat en tant que femmes au foyer en fait. Tu dis que tu en as trouvé plusieurs en fait, c'est des exemples comme ça. Est-ce que les réactions, est-ce que la construction des argumentaires du point de vue des femmes et est-ce que les réactions des syndicats varient, ou est-ce qu'on est toujours sur le même registre en fait? Alors, les exemples antérieurs, c'est donc ceux qui ont été travaillés par Vincent Porel sur Brest et Joué-les-Tours, où il y a eu 2 collectifs aussi de femmes qui se sont organisées en tant que travailleuses au foyer, et je ne sais pas si elles ont demandé leur affiliation syndicale. Elles se sont organisées en tant que travailleuses au foyer, mais je ne suis pas sûre qu'elles avaient demandé. Donc en fait, il faudrait que je regarde ce qu'en disait Vincent. Moi, j'ai pas regardé les archives par rapport à ça. Si elles avaient été jusqu'à demander leur affiliation syndicale, je suis pas sûre. Donc je sais pas. Mais en tout cas, en tout cas cet exemple, dans cet exemple, c'est très clair que c'est la demande d'une affiliation syndicale. Mais il faudrait que je creuse sur ce qu'elles avaient demandé. Et celles qui n'ont pas forcément demandé, elles revendiquaient quand même l'idée d'un syndicat, c'est ça, hein? D'une organisation, travailleuses. Ouais, carrément, ouais. Mais elles n'ont pas forcément demandé leur affiliation à la CFDT en tant que telle. Et tu sais s'il y a eu des débats à la CFDT quand l'affiliation a été demandée? J'imagine que oui, mais dans les archives, il y a juste les échanges de courriers. En fait, pour le coup, il faudrait essayer de faire un peu d'histoire orale et essayer d'avoir d'autres infos, parce que là, ce qu'on retrouve dans la boîte, c'est uniquement tous les échanges de courriers. Après, la question que moi je me pose, c'est justement, là j'aimerais bien discuter du coup avec une des femmes d'Alstom, en l'occurrence, et du coup d'avoir des infos par rapport à ça. Mais sinon, pour le moment, dans la boîte, il n'y a que des échanges de courriers. Donc on a quand même tous les arguments qui sont défendus, mais du coup, quel débat ça a suscité en interne avant que le courrier ait été envoyé, ça je sais pas. Ouais, sur la CFDT, j'avais lu que au moment où elle transforme les unions locales en unions interprofessionnelles de base, j'avais lu que c'était un peu avec une idée d'ouverture justement sur ce cadre de vie et de
d'ouverture sur les femmes au foyer, les questions de logement, etc. Bon, du coup, j'ai lu évoquer, après, j'ai jamais trouvé Enfin, je suis pas allé chercher dans les archives de la CFDT, mais peut-être qu'il y a des endroits où ça a été davantage fait. En tout cas, du coup, j'avais lu une personne, peut-être c'était Renaud Béco qui travaille justement sur les luttes syndicales autour de l'environnement, qui disait que la CFDT s'était ouvert sur les femmes au foyer dans ces nouvelles unions locales. Mais du coup, peut-être tu trouveras des traces concrètes de ce qui a été fait. Mais... Ouais, bah je suis dedans là. En fait, j'ai écrit jusqu'à 67 et après il y a tout le moment, j'ai plein d'archives sur le cadre de vie dans les années 70. Mais effectivement, c'est la seule personne qui a bossé sur cette idée-là, c'est Renaud Béco pour le moment. Mais plutôt voilà dans l'acception écologiste. Et du coup, moi, mon idée, c'est d'essayer de montrer aussi la question de la place des femmes là-dedans, quoi, et du travail reproductif là-dedans. Et effectivement, après, dans les années 70, c'est beaucoup plus... Là au moment où j'en parle, quand ce que je citais de Jeannette Lahaut tout à l'heure, c'est vraiment encore tôt, quoi. C'est dans les années 60. Et du coup, il n'y a pas encore de structure nationale du cadre de vie, ça apparaît qu'en 70. Et après, du coup, il y a une activité de la structure cadre de vie de la CFDT qui est mise en place avec effectivement des actions locales, des réunions nationales, des débats, etc. Donc ça j'ai prévu de m'y pencher. Je voulais savoir sur la division sexuelle du travail. Si c'était une sorte d'auto-organisation des femmes qui a fait leur rôle de soutien, ou si c'était clairement organisé par les directions syndicales. Alors, est-ce que tu peux redire le début de la question ? Le fait de la division du travail militant. Est-ce que c'est les femmes qui s'auto-organisent elles-mêmes, ou est-ce que c'est d'après les directions syndicales ? Alors en fait, la division sexuelle du travail militant, c'est une conceptualisation sociologique qui a été faite donc par Xavier Linosa et Valérie Cohen sur le mouvement des chômeurs des années 90, où en fait ils vont observer à Morlaix et puis une autre ville, je me souviens plus, le mouvement des chômeurs. Et en fait, ils comptent les tâches. Enfin, en fait, ils définissent déjà toutes les tâches. Ça fait plus d'une trentaine de tâches. Donc par exemple, faire le café, prendre la parole en réunion, prendre le mégaphone, aller chercher la banderole, enfin, ils définissent toutes les tâches et ils regardent qui fait quelle tâche. En fait, combien est-ce que c'est des tâches qui sont masculines, féminines, majoritairement masculines, majoritairement féminines. Et en fait, évidemment, la conclusion, c'est aussi que les tâches qui sont plus valorisées, plus proches du pouvoir, c'est des tâches qui sont du coup majoritairement, masculines. Et les tâches qui sont les plus dévalorisées sont féminines. Alors après, il note aussi plein d'éléments parce qu'il souligne aussi l'absence de femmes. Par exemple, en fait, les seules femmes impliquées dans ce mouvement des chômeurs, c'est donc des femmes qui ont des enfants de plus de 18 ans ou des célibataires. Sans enfants par exemple. Et voilà, en gros il note aussi tout ça, c'est-à-dire la composition du mouvement, combien il y a de femmes dans le mouvement. En fait il y a 30% de femmes dans le mouvement, un truc comme ça, et c'est du coup principalement des femmes qui, en tout cas qui n'ont pas d'enfants en bas âge, qui peuvent s'impliquer. Donc en fait il y a tout un travail quantitatif qui est fait par les sociologues sur le mouvement. Donc c'est pas une structuration auto-organisée en fait, mais évidemment en fait après ce que fait Xavier Linosa, c'est aussi le produit des luttes et c'est aussi le produit des luttes féministes. Par exemple l'IP au féminin et toute la mobilisation de l'IP de 73, soit 73-76, vous connaissez peut-être cette vidéo où Monique de l'IP remplace du coup femme par arabe et homme par blanc, qui du coup rend compte de la division sexuée du travail militant dans la grève de l'IP, mais avec un aspect assez choquant en fait pour l'époque. Enfin, ça serait un peu intéressant aussi de voir après les réceptions mais en fonction des périodes. Mais en tout cas, cette idée-là, l'idée que c'est dégueulasse la répartition des tâches dans le cadre de la lutte, elle existe dans les années 70 sous l'influence de la contestation féministe et sur comment elle se répercute aussi dans les grèves, notamment chez l'IP. Mais il n'y a pas la conceptualisation division sexuelle du travail militant. Mais par contre, ce qu'elles font à l'IP, c'est qu'elles s'organisent en collectif. Là, oui, elles s'auto-organisent en collectif et du coup, après, elles écrivent la brochure l'IP au féminin, où elles dénoncent un certain nombre de choses dans l'organisation de la grève, dans les choix qui sont faits, etc. Et dans
leur dévalorisation. Oui. Moi, je suis ordinateur, donc je peux compléter un peu ce que vous avez dit par rapport au mouvement des chômeurs. Valérie, parce que moi j'en ai fait partie, Valérie, elle était plutôt en région parisienne, Xavier plutôt en Bretagne, effectivement. Les femmes, elles étaient autant que les hommes. C'était la moitié-moitié quasiment. Et leur rôle, il a été très important, c'était vraiment au niveau de faire vivre les collectifs avec une convivialité, avec des repas, avec toutes sortes de choses qu'elles pouvaient confectionner, même au niveau de la cuisine, ou de l'animation de soirée, etc. Et aussi un peu du secrétariat. Et par contre, les hommes, ils étaient très majoritaires, c'était dans les marches des chômeurs. C'est eux qui marchaient, qui organisaient les marches du chômage. Il y avait très peu de femmes qui participaient dans les marches, mais ça se comprend aussi pourquoi, parce qu'il fallait quitter pratiquement sa vie quotidienne. Si elles avaient des enfants, c'était pas possible, etc. L'autre chose que j'ai notée, je ne sais pas si j'ai pas assisté à tout ce que vous avez dit, donc je ne sais pas si vous avez parlé des luttes des travailleuses domestiques dans les années 60, parce qu'il y a eu un syndicat, de travailleurs domestiques qui, je crois, en fait, c'était pas encore la CFDT, il me semble, mais c'était quand même un syndicat proche du catholicisme, et où il y avait beaucoup d'Espagnols à l'époque, parce que dans les années 60, c'était encore des femmes françaises et espagnoles, et surtout, et après, dans les années 70, la composition a totalement changé au niveau ethnique. On a vu arriver toutes les femmes maghrébines, même après des pays de l'Est et africaines, etc. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu complètement différent, et je crois que le syndicalisme a quand même un peu reculé, quoi. Et il y a eu, par contre, la CFDT a quand même réussi à refaire démarrer un syndicat. Alors c'est le syndicat des salariés du particulier employeur, mais disons que le regroupement paraît quand même plus difficile dans ces domaines-là, quoi. Voilà. Oui, j'en avais pas parlé, mais effectivement, c'est beaucoup. Et il y a aussi d'ailleurs un lien pareil avec la JOC et la JAC, qui organisent, qui ont une préoccupation dès les années 50 pour l'organisation justement des travailleuses domestiques. Après, il y a dans les années 70 toute la mobilisation des travailleuses familiales aussi, pareil, qui dénonce aussi une forme de déqualification, un statut, qui demande un statut. Enfin, en fait, il y a plein d'enjeux autour de demander aussi un statut. Par exemple, la JAC, là, j'en ai pas du tout parlé, mais la JAC organise les servantes de ferme aussi. Bon, d'ailleurs, la JAC ambitionne d'organiser les filles de châtelain, les servantes de ferme, et bon, le gros de la JAC, c'est les petits exploitants, quoi. Et du coup, forcément, des fois, c'est pas... On sent qu'il y a des tensions, mais du coup il y a tout l'enjeu justement de faire reconnaître ce métier de servante de ferme, et aussi d'ailleurs d'ouvrière agricole, etc. C'est le même service qui s'en occupe, mais il y a une préoccupation très importante de l'Action catholique spécialisée pour effectivement les domestiques de l'après-guerre, et toute une organisation autour de ça. Et avec l'idée de reconnaître la qualification. Il y a même le pape qui reçoit toutes les servantes de ferme. Alors c'est en quelle année déjà toutes les servantes de ferme italiennes, je crois dans 1960, un truc comme ça, ou 50, je me souviens plus bien. Mais vraiment dans cette période-là, avec l'idée de qualifier, de faire valoir aussi la qualification, et de donner aussi d'ailleurs une convention collective. Et il y a toute cette question-là derrière, sur tous ces métiers-là. Et par exemple, sur l'action de travailleuse familiale,
il y a tout un enjeu. Alors là, vraiment, je suis en plein dedans et j'ai pas encore bien démêlé sur les travailleuses familiales, mais je les ai vues plein de fois et il y a plein de mobilisations dans les années 70 autour de cette idée de quelle qualification pour les travailleuses familiales, etc. Donc les travailleuses familiales qui sont là pour remplacer du coup des mères qui, par exemple, sont malades ou sont pas en capacité de s'occuper de leurs enfants à un moment donné. Et donc ils viennent temporairement dans les familles. Et du coup, il y a tout un débat autour du bénévolat aussi, autour de ces questions-là. Mais pour le moment, c'est encore trop flou dans ma tête parce que j'ai pas encore tout bien dépouillé là-dessus, quoi. Moi, je voudrais préciser, c'est quoi les revendications finalement dont tu as parlé beaucoup de qualité, par exemple, des choses un peu larges qu'on n'entend pas forcément dans les revendications syndicales. Est-ce que tu peux préciser quelles étaient leurs revendications et qu'est-ce qu'elles ont gagné dans ce que tu nous as présenté? Quelques exemples de ce que tu nous as présenté. Par exemple, tu as cité les femmes au foyer qui ont demandé à la CNT de les organiser. Donc ça c'est pas fait, mais du coup, il y a eu des textes qui ont montré leurs revendications ou... Tu vois, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, nos syndicats, les syndicats, on revendique énormément, tu vois, le salaire, l'emploi, mais finalement, c'est peut-être un peu alambiqué. Est-ce que tu peux poser la question pourquoi c'est plutôt des collectifs qui vont se former? J'ai vu aussi dans ce que tu as dit, le fait que les femmes fassent plutôt des collectifs que des syndicats dans les syndicats, tu vois. Voilà. Est-ce que tu peux préciser donc la question, quelles sont vraiment leurs revendications? Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que vous avez dit? En fait, dans tout un tas de luttes, c'est très clair. Là, en l'occurrence, sur l'exemple de l'Alstom, je pense que ça n'a pas été publicisé parce que ça s'est fait en interne. Il y a eu des courriers envoyés par les épouses des grévistes et ensuite des échanges en fait de courriers entre la Confédération et le collectif. Et donc, il n'y a pas eu de publicisation de ça. Après, il y a eu de la publicisation, par exemple, de leur implication en tant que soutien aux grévistes pendant la grève. Ça, il y a eu des articles de presse et tout, en tant que, voilà, on vit ce que vivent nos maris, on est concernés, et du coup, on s'implique. Donc là, à ce moment-là, il n'y avait pas forcément la revendication du syndicat. Après, en fait, en fonction des luttes, oui, les revendications sont quand même souvent très claires. Là, par exemple, les élèves infirmières, c'est très clair. Enfin, il y a des revendications très claires d'être payées pendant leurs études, quoi. Enfin, voilà, et notamment pendant les stages où elles font un boulot d'infirmière diplômée. Je vais rentrer en contact avec une femme d'Alstom justement pour avoir plus d'éléments. Elles ont construit une banderole, elles sont apparues en tant que telles dans les manifestations, en tant que femmes de grévistes. Et elles se sont organisées pour soutenir la mobilisation. Après, elles ont participé à toutes les opérations locales. Après, plus précisément à ce stade, je peux pas te dire. Parce que justement, je dois rentrer j'ai essayé de contacter quelqu'un à ce sujet. Et est-ce que tu as trouvé d'autres écrits sur l'histoire du salaire, selon qu'on fasse garder ses enfants ou pas? Parce que c'est déjà dans la somme aussi, tu as évoqué l'idée que quand tu gardes tes enfants, tu n'as pas de salaire et tu les... C'est la manière dont elles argumentent pour justement obtenir leur affiliation syndicale. Ouais. Et des écrits là-dessus aussi? Il y a ces écrits-là que je trouve intéressants, mais pas d'autres écrits, tu veux dire de l'Alstom ou des transcriptions de discussion? Non. Tu vois, des tracts ou... Non, de transcriptions de discussion, non, ça j'ai pas. J'ai juste... Comment? Dans les mémoires? Ouais, je pense que là j'ai des échanges de courriers, et pour le moment j'ai que des échanges de courriers, ouais. Entre le féminin et le féminisme, où est-ce que s'arrête le féminin, où est-ce que commence le féminisme, ça c'est très difficile à délimiter de manière très précise en fait. Et du coup moi c'est ça qui m'intéresse pas mal.
n'y a pas d'autres questions, on peut s'arrêter là et discuter. Franchement, si vous n'osez pas poser les questions devant tout le monde, la prochaine séance, c'est. Enfin, sauf s'il y a une question maintenant. La prochaine séance, c'est le 4 avril. Ce sera justement, enfin, tu avais évoqué le ministre de la Reproduction sociale, mais ce sera justement sur les luttes autour du salaire au travail ménager. Sera animé très probablement par Maud de nouveau. Merci beaucoup, Fanny.